j'aurais juste effectivement souhaité qu'il puisse exprimer ce que les apports, notamment par rapport au référentiel, parce que les choses qu'il nous a dites étaient intéressantes, mais on avait peut-être un petit peu de mal à les incarner, peut-être avec la présentation du référentiel qu'il porte, nous aurons des éléments un peu plus précis. Puis surtout, c'est aussi un outil qui est à votre disposition, donc c'est aussi pour vous dire que vous pouvez l'utiliser vous-même. Voilà, ben excusez-moi, ça va meubler en attendant que David fasse fonctionner le truc, c'est ça? Très très rapidement, donc comme le centre de preuve a comme vocation, comme tout centre de preuve, à appuyer la politique publique. Concrètement, il y a quoi actuellement sur le déploiement sur la Nouvelle-Aquitaine? Il y a la collecte et la diffusion et l'appropriation le plus rapidement possible par tous ceux qui le veulent de toute une série d'outils, de méthodes, de programmes issus encore une fois des données probantes. Donc on pourra sur un autre espace expliquer ce que c'est que des données probantes, mais en tout cas il y a un site internet sur lequel sont déposés tous les mois 3 à 4 outils pour lesquels on a des accords de diffusion publique et donc pour lesquels les auteurs des outils, de ces outils qui ont fait leur preuve en programme pour l'enfance, pour l'âge adulte, pour les différentes situations en problème, pour les parents, eh bien peuvent aller chercher les outils, les télécharger, les utiliser. La deuxième chose qu'on fait, on propose d'appuyer l'implantation de programmes qui viennent répondre à des défis pour lesquels n'ont pas encore de programmes adaptés dans nos territoires. Donc on est en train, notamment à titre d'exemple, d'appuyer l'implantation d'un programme qui s'appelle Nexus, qui est un programme qui a 25 ans d'âge, sur un territoire. Là, c'est dans la Creuse avec un acteur porteur SMS. Ici, dans ce cas-là, il ne s'agit pas de copier-coller, hein, on est bien d'accord, c'est de regarder en quoi ce programme répond ou pas de façon proximale aux défis qui étaient notamment là, les jeunes ados et jeunes adultes en situation de handicap léger, DI ou TSA, mais avec des comportements dits antisociaux qui les mettent toujours à la marge et qui sont, on le disait au téléphone, balancés entre différentes catégories et qui du coup, pour lesquels on n'arrive pas à proposer des solutions. Donc là, c'est un programme qui est en 18 mois, a démontré qu'on peut essayer de proposer à ces jeunes de passer de comportements antisociaux à des comportements prosociaux de telle façon qu'ils puissent intégrer la vie normale pour tout et chacun. La troisième chose qu'on propose, c'est donc un programme qui est en cours de finalisation et de test, qui s'appelle Programme d'appréciation, de labellisation, de l'innovation de l'inclusion sociale, qui est construit uniquement sur les données probantes de 2000 articles français et étrangers, dans lequel on a retiré, grâce à un laboratoire de recherche et des chercheurs, 31 indicateurs qui permettent à tout porteur de projet inclusif, quel qu'il soit, quelle que soit la taille du porteur et quelle que soit la nature du porteur, de venir s'adosser à ce programme pour pouvoir se positionner par rapport à ce qui a démontré son efficacité en termes d'inclusion sociale et d'être soutenu dans les marges de travail et de progrès qu'il y a à faire. Et enfin, dernière chose, il y a une petite équipe franco-canadienne, d'experts franco-canadiens qui ont tous un haut niveau de connaissances et d'expérience et de pratique dans la question inclusive. Et en fait, là, c'est un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, c'est être, j'espère que je ne vais pas vous heurter, proposer une paire aidance de professionnels ou d'organisateurs aux professionnels et organisateurs d'une société qui se dirait on est peut-être un petit peu en souffrance de société exclusive pour certaines personnes et donc excluante pour d'autres. Et comment on va vers une société inclusive si on reconnaît qu'on ne l'est pas encore suffisamment? On propose d'aller s'appairer, d'aller chercher des professionnels, des praticiens, des chercheurs qui ont fait cette transformation dans d'autres pays, c'est Europe du Nord et puis Amérique du Nord, et qui acceptent de venir travailler avec vous, avec nous, pour collaborer, pour faire comme de la paire aidance sur les stratégies, comment penser, comment faire, comment agir, quels outils utiliser. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Rappelez l'adresse du site. Le site, c'est l'association qui porte, une association ad hoc qui a été uniquement construite de manière franco-canadienne pour porter le centre de preuve. Le site s'appelle Côte à Côte. Donc vous tirez avec des petits tirets, http://, côte-a-côte, le A du 6, côte-a-côte-inclusion.com, et vous avez tout le panel de toutes les choses qui sont en train d'être faites, et notamment l'accès à cette banque de données je crois qu'aujourd'hui, on doit être à 85 outils déposés, je vous dis tout âge de la vie, et c'est à 90% des outils pour lesquels les praticiens et les chercheurs internationaux ont accepté de le diffuser parce que c'était porté par un centre de preuve qui était appuyé par une ARS, et donc il y a des accords de collaboration qui disent OK, les gens qui accèdent via ce site peuvent les prendre et puis les utiliser sans aucun droit. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc une conclusion très rapide en 5 points.
d'abord sur les perspectives et orientations 2022, certains en ont parlé ou pas, mais je vous les rappelle. D'abord, en termes d'orientation, vous avez, Madame Méniard a parlé du rapport Libaud, bien sûr, sur les services publics territoriaux de l'autonomie, qui est intéressant, qui fixe des orientations qui peuvent être pertinentes, qu'on avait déjà travaillé sur la stratégie globale, stratégie nationale de santé et qui est repris pour l'autonomie. Et puis vous avez le rapport Boïc et Le Morvan aussi de 2021 qui faisait des propositions, notamment de supprimer les agréments avec troubles associés, enfin qui n'avaient pas, où on avait supprimé les troubles associés et qui souhaite soutenir les structures, les méthodes et les dispositifs mixtes, notamment entre protection de l'enfance et handicap. Et ces propositions, je pense, vont prendre de l'effet assez rapidement. Et puis surtout, ce rapport qui proposait de généraliser le droit d'intervenir à domicile. Alors, on ne sait pas si ça va passer par les PCPE, les masses à domicile, les unités résidentielles ou les SAMSA, mais ce principe-là est intéressant. Sur les perspectives toujours, bon, vous avez entendu la cause de la CNSA, généralisation du processus de coordination, je vais y revenir, l'accompagnement des personnes par la transformation de l'offre et soutenir les professionnels en assurant un copilotage avec les conseils départementaux, si j'ai bien compris ce que nous a dit Madame Magnan. Une autre perspective intéressante, c'est le budget, si Dieu le prête vie, j'en sais rien ce qui va se passer, mais dans la circulaire budgétaire et médico-sociale qui a été présentée le 7 avril, c'était en Hospi Média du 12 avril, il y a des mesures nouvelles qui concernent effectivement notre discussion d'aujourd'hui, puisqu'a priori, il y aurait 5 millions qui seraient dévolus aux communautés 360, 10 millions pour la résolution des situations critiques et 11,3 millions pour les unités résidentielles pour adultes autistes. Je suppose que ça veut dire les unités résidentielles pour situations très complexes dont on n'a pas parlé, je vais vous en dire 2 mots tout à l'heure. Voilà. Premièrement, perspective. Deuxièmement, au niveau national, qu'est-ce qui reste à faire par rapport aux discussions que nous avons eues toute la journée? A priori, il faudrait quand même coordonner les coordinations. On y est revenu les uns et les autres, mais la mise en cohérence des dispositifs régionaux, à la fois d'évaluation, de coordination et d'orientation, s'avère être une disposition ou une mise en œuvre assez urgente maintenant pour éviter effectivement la sédimentation, hein, c'est-à-dire entre communautés 360 dispositifs d'appui à la coordination, MDPH, etc. Il vaudrait mieux éviter les métastases et penser plutôt en 3 dimensions, comme c'était proposé. Je trouvais ça intéressant, justement, cette approche en 3 dimensions, notamment avant de sortir une circulaire maquicisée, comme on a pu le voir sur le cahier des charges des communautés 360. La deuxième chose qui a été proposée aussi, ce serait que le système national des données de santé regroupe toutes les remontées d'informations et que ce qui existe, qui est une trace du passé qu'on comprend pas trop bien, c'est qu'il y ait des remontées d'informations importantes d'assurance maladie qui remontent à la CNSA et des conseils départementaux qui remontent au département. Comment vous voulez faire pour avoir sur un territoire une vision un peu globale? Donc ça, vous voyez, c'est des choses toutes bêtes, mais ce serait important. Voilà. Troisièmement, a priori dans nos débats, ce serait bien quand même que tous les systèmes d'évaluation des besoins s'appuient sur Séraphin. C'est-à-dire que c'est quand même un acquis sur la manière d'aborder les besoins et que à la fois ça serve à évaluer les besoins et à la fois ça sert à repérer les manques en termes de prestations et notamment à la fois pour via trajectoire, mais aussi pour tous les outils que l'on a pu discuter les uns et les autres. Enfin, le développer assez fortement ce qu'on pourrait appeler une pérédance professionnelle, c'est-à-dire le fait de diffuser des bonnes pratiques sur un territoire en faisant en sorte que cette fonction particulière puisse, je pense, être intégré dans les prestations indirectes de Séraphin. Dans les prestations indirectes, pour l'instant, on appelle ça la participation, mais peut-être qu'il faudrait directement intégrer cette notion de pérédance professionnelle ou
ceux qui savent assez bien faire vont travailler avec ceux qui savent un petit peu moins bien faire sur tel ou tel domaine, sur l'autisme, le trouble psychique, etc. Et puis, quelque chose qui était qu'on a pu voir sur le centre d'experts, sur le centre de preuves, pardon, et ou qu'on peut voir dans des approches en termes d'observatoires territoriaux. Les observatoires territoriaux, il faut peut-être mieux les penser, et ce qui se dit dans différentes régions actuellement, c'est que peut-être qu'il faudrait mettre en place, comme font nos copains belges par exemple, ou suisses, un appariement entre l'université et les dispositifs de réponse médico-sociale pour construire ces observatoires qui soient à la fois une connaissance des ressources en continu, qui diffusent des pratiques innovantes et qui mettent en œuvre des études sur les questions de terrain. Ça, c'est au niveau du national de ce qui pourrait être fait. Vous avez développé un gros chapitre sur le développement du pouvoir d'agir, d'une part sur l'assistance au projet et au parcours de vie. Alors, il faut savoir que c'est une longue gestation. Depuis 2006, moi, quand j'étais au conseil scientifique de la CNSA, on a commencé, c'était trisomie 21, je me rappelle à l'époque, et pour y arriver, ça fait quand même 12 ans, 13 ans qu'on n'arrive pas à formaliser cela, et je trouve que le dispositif qui a été proposé était relativement clair dans la manière de faire, ce qui ne l'a pas toujours été. Deuxièmement, il faut poursuivre des initiatives de vie dans la cité. L'exemple de chacun sa vie, chacun sa réussite est tout à fait intéressant, et je trouve que cette initiative des Landes, elle est pertinente. Elle rejoint d'autres initiatives sur l'ensemble du territoire français, et elle va dans le sens du logement pour tous, etc. Troisièmement, on a réfléchi ensemble sur le fait de concevoir une stratégie territoriale d'accompagnement par les pairs, c'est-à-dire comment on s'y prend avec EPOP, mais on peut aussi s'appuyer sur les GEM. C'est très intéressant. On travaille bien sûr avec Patricia Fiacre sur une étude nationale sur les GEM, et on est à l'intérieur des GEM et avec les GEM pour voir ce qui s'y passe. Aussi bien les GEM que les communautés mixtes de recherche qui sont développées par la CNSA sont des laboratoires participatifs en visant à la fois de construire une stratégie d'accompagnement par les pairs, mais aussi de co-construire des chemins vers à la fois la formation de médiateurs pairs, par exemple, avec EPOP ou avec les comités mixtes de recherche, mais aussi et surtout, ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est de revisiter les espaces et l'éthique de la discussion et de la délibération, en respectant ce que M. Binet disait, que j'ai trouvé très important, c'est-à-dire de respecter les écologies personnelles des personnes. Et que quand on est en GEM ou quand on est père aidant ou quand on rentre dans une formation de médiateur père, c'est qu'on n'est peut-être pas au même moment de son propre rétablissement, et que cette attention particulière, elle est tout à fait essentielle pour concevoir une approche territorialisée de l'accompagnement par les pairs. On le voit en Nouvelle-Aquitaine, mais je le vois aussi beaucoup en Île-de-France en ce moment, et on retrouve un petit peu la même chose. Enfin, par rapport aux situations les plus complexes en tant que telles, ce dont on n'a pas parlé et qui sont des initiatives que l'on retrouve dans tous les territoires actuellement. Premièrement, construire très précisément lorsqu'on a un problème de réponse, lorsque, par exemple, on est avec des autismes complexes et des comorbidités sensorielles, ou dans plusieurs régions, on ne sait pas y répondre, eh bien, construire très localement ce qu'on appelle des cas zéro. On fait ça beaucoup en santé, il faudrait le faire aussi dans le médico-social, et à partir du cas zéro, on se met sur le territoire à réfléchir sur la manière dont on répond à ces situations particulières. Deuxième chose qui a été juste à peine abordée, c'est tout ce qui tourne autour de la formation, autour de la communication non verbale, et c'est pas simplement Macathon dont je parle, c'est-à-dire des nouvelles formes pour que les personnes qui n'ont pas accès au langage, eh bien, on puisse aussi, du côté de ceux qui écoutent, comprendre et entendre de manière un peu plus efficace qu'on le fait. Ce qu'on a à peine évoqué aussi, c'est le soutien de toute la dimension des équipes de direction, et notamment autour de la construction de
la transformation des projets établissements en centres de ressources, puisque c'est ça vers lequel on va, eh bien, peut-être qu'il faut les accompagner, parce que c'est pas forcément évident, sur les situations complexes, d'intégrer de manière cohérente, et non pas 2 ou 3 places par établissement, ça j'y crois pas une seconde, pour que ça devienne une manière de travailler et une méthode de travail. On a peu parlé aussi des soutiens à domicile et de la proposition qui était dans le rapport de l'IGAS. Je crois qu'il va falloir développer sur des situations, sur des moments typiques du parcours, développer ces propositions. Et puis surtout, ce qui a été juste à peine abordé ce matin, la mise en œuvre d'un dispositif de formation transversale et intersectoriel cohérent avec des stages vers des dispositifs innovants, le fait qu'on puisse intégrer dans l'organisation des ressources humaines le fait de se déplacer et d'aller voir comment les autres fonctionnent. Ça avait marché pour les situations d'incasabilité et ça marche beaucoup quand on le met en place pour les situations d'autisme. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, par rapport à la dernière intervention tout à l'heure, oui, il existe des modes d'organisation adaptés chez nous en Amérique du Nord. En Europe, dans un certain nombre de pays, il y a des échelles qui existent d'évaluation globale de la gravité des comportements. Il y a des suivis et des supervisions qui sont faites et qui fonctionnent, où on a 2, 3, 4, voire 10 ans d'expérience, et que il y a des équipes mobiles d'intervention qui interviennent en Belgique et au Canada aussi. Et puis surtout, dernière chose, nous sommes en train de travailler sur les modalités des unités résidentielles pour situations très complexes, qui n'est pas un dispositif en plus, mais qui est une manière de travailler, une méthode de travailler qui permettra peut-être de pouvoir justement diffuser des manières de faire dans les situations très complexes qui pourront dépasser ces unités ces unités résidentielles pour situations très, très complexes. Voilà, très rapidement, en conclusion, je reprendrai ce que disait Denis Pifteau. Bien sûr, je pense que lui, sa proposition, c'est de concevoir le pouvoir d'agir des professionnels au service du pouvoir d'agir des personnes concernées. Tout ce que j'ai entendu ce matin allait dans le sens de ce que disait Denis Pifteau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves, merci à toutes et à tous d'avoir participé activement à cette journée. Si on doit en garder quelques mots avec WooClap, on voit bien que le processus dans lequel on est engagé, c'est un processus de transformation dans lequel tout le monde est prêt à rentrer. Mais ça demandera de travailler ces histoires de coordination, me semble-t-il, de faire attention à ne pas créer un millefeuille superposé. Et donc, voilà, il y a gardons et autour de garder créativité, subsidiarité, c'est-à-dire innover pour répondre de manière plus efficace à des besoins existants, mais également trouver le bon niveau pour rendre le service. Effectivement, à chaque fois, le principe de subsidiarité doit être premier dans la manière de mobiliser des ressources. Merci beaucoup. Et puis alors, oui, on organise une journée sur ce thème sur le thème de la participation et l'autodétermination avec l'espace ressources d'éthique de Nouvelle-Aquitaine. Donc avec des intervenants un petit peu de notre champ, mais également des intervenants qui viennent du sanitaire et des intervenants philosophes, anthropologues, pour réfléchir à ces questions. Donc je vous invite tous le 22 juin prochain à Talence à cette journée régionale. Merci et à très bientôt.